Vous êtes-vous déjà demandé si certains des personnages les plus craints et détestés de l'histoire n'avaient pas été en partie victimes de l'histoire elle-même? Et si une grande partie de ce que nous savons à leur sujet n'était qu'un assemblage de vérités déformées, de rumeurs et de propagande politique? Imaginez un instant que derrière l'image d'un tyran insatiable et cruel, puisse se cacher un être humain avec ses peurs, ses ambitions, ses insécurités et même ses rêves artistiques. C'est ici que commence notre voyage. Un voyage qui ne va pas seulement raconter la vie de Néron, mais qui va vous placer face à une question dérangeante. Et si la figure la plus diffamée de Rome n'était pas exactement telle qu'on nous l'a enseignée? Et si tout cela n'était qu'une histoire façonnée par les vainqueurs? Avant de répondre, nous devons revenir au début, bien avant les flammes de Rome et le son, réel ou inventé, d'une lyre résonnant au-dessus des ruines. Néron naquit le 15 décembre de l'an 37 à Antium, aujourd'hui Anzio, une petite ville côtière non loin de Rome. Son nom original était Lucius Domitius Aenobarbus, un nom lourd, chargé de tradition et d'ascendance. Il n'était pas simplement un autre garçon romain. Son sang se mêlait à celui d'Auguste, le premier empereur de Rome. Ce détail, à lui seul, le plaçait dans une position singulière. Mais le destin a un talent particulier pour combiner privilèges et tragédies, et la famille de Néron semblait condamnée à vivre sur le fil du rasoir entre le pouvoir et la destruction. Son père, Cneius Domitius Aenobarbus, était un homme politique influent, appartenant à l'une des familles les plus prestigieuses de Rome. Cependant, prestige ne rime pas nécessairement avec vertu. Les sources antiques décrivent Cneius comme un homme de tempérament violent et de moralité douteuse. On raconte par exemple qu'un jour, conduisant son char sur la Via Appia, il renversa volontairement une petite fille qui jouait dans la rue, un acte de cruauté gratuite qui marqua la réputation de la famille. Curieusement, des chroniqueurs comme Suétone affirment que Néron hérita de son père l'apparence physique, des cheveux roux tirant sur le châtain et des traits sévères. Mais si l'héritage physique était inévitable, l'héritage moral restait à forger. Sa mère, Agrippine, était tout sauf une figure secondaire. Sœur de l'empereur Caligula et fille de Germanicus, l'un des généraux les plus aimés de l'histoire de Rome, Agrippine portait le poids d'une lignée qui inspirait la loyauté de l'armée et fascinait le peuple. Elle était jeune, à peine 22 ans à la naissance de Néron, mais comprenait déjà les rouages du pouvoir comme peu de gens. Peut-être pour cette raison, à la naissance du garçon, son propre père aurait prononcé des paroles qui sonnaient comme une malédiction. « Rien de bon ne pourra sortir de moi et d'Agrippine. Cet enfant sera un fléau pour le monde. » Prémonition? Ou simple exemple de l'arrogance glaciale de Cneius? Le fait est que cette remarque, réelle ou inventée, a traversé les siècles et s'est parfaitement inscrite dans la narration de ceux qui voulaient défaire de Néron un monstre dès le berceau. L'année de sa naissance, son oncle Caligula monta sur le trône. Cela semblait marquer le début d'une période prometteuse pour la famille. Mais Rome, à cette époque, était une scène instable. Il ne fallut que 2 ans pour que la fortune se transforme en tragédie. En l'an 39, Caligula accusa ses sœurs, dont Agrippine, de comploter contre lui. Que signifie être accusé de complot contre un empereur paranoïaque? Cela signifie avoir un pied dans la tombe. Comme punition, Agrippine fut exilée sur l'île de Pandataria, un morceau de terre entouré par la mer, froid, isolé, où la survie dépendait de la culture de sa propre nourriture. Passant d'une vie de luxe et d'influence à une cabane modeste, exposée au vent salé et à la faim, elle connut un véritable effacement social. Voici donc le premier micro-conflit de notre récit. Tandis que sa mère luttait contre le froid et la misère, Néron, âgé de moins de 2 ans, restait à Rome sous la garde de son père. Mais pas pour longtemps. Au début de l'an 40, Cneius Domitius mourut d'un œdème. Le petit Néron fut confié aux soins d'une tante paternelle qui, semble-t-il, ne s'intéressait guère à lui. L'éducation d'un prince exige investissement, attention, formation politique. Rien de tout cela ne fut prioritaire. On sait que cette tante était la mère d'une jeune femme qui deviendrait célèbre à Rome, Valeria Messalina, la belle et scandaleuse 3e épouse du futur empereur Claude. Voyez-vous comme les pièces du destin commencent à s'emboîter? Tous les personnages de ce drame semblent liés par des fils invisibles, prêts à se tendre jusqu'à la rupture. Caligula,
l'oncle de Néron, fut assassiné en janvier de l'an 41. Le Sénat et la garde prétorienne placèrent sur le trône Claude, oncle de Caligula et donc grand-oncle de Néron. Avec ce changement de pouvoir, Agrippine fut libérée de son exil. Imaginez cette scène. Une femme qui, pendant 2 ans, affronta la privation et l'humiliation, revenant à Rome avec sa détermination intacte et ses ambitions simplement endormies. Elle se remaria, mais son époux mourut quelques mois plus tard. Puis elle épousa Patient Crispus, un homme extrêmement riche, qui mourut à son tour 6 ans après, lui laissant un héritage augmentant son confort et ses perspectives politiques. Des rumeurs insinuaient qu'elle avait hâté sa mort par le poison. Preuve, aucune. Mais à Rome, le soupçon était une arme aussi puissante qu'un décret. Entre-temps, Claude avait épousé Valeria Messalina, la cousine de Néron. Belle, jeune et, selon les mauvaises langues, insatiable en aventures amoureuses, Messalina aurait œuvré pour le retour en exil de Julia Livilla, sœur d'Agrippine, cette fois pour ne jamais revenir. Peu après, Julia mourut. Et Agrippine, elle aurait pu connaître le même destin, n'eût été la chute spectaculaire de Messalina. Tandis que Claude était absent, l'impératrice décida d'épouser son amant, Caius Silius, sans même divorcer officiellement de l'empereur. Un geste suicidaire. Trahi et furieux, Claude ordonna l'exécution des 2 amants. C'était en l'an 48, et Claude jura de ne plus jamais se remarier. Un serment qui dura 1 an. En l'an 49, un événement changea à jamais la vie de Néron. Claude épousa sa propre nièce, Agrippine. Oui, ce mariage entre oncle et nièce en choqua certains, mais à Rome, les alliances de sang étaient vues comme un moyen légitime de consolider le pouvoir. Agrippine convainquit son nouvel époux d'adopter son fils. Ainsi, Lucius Domitius Aenobarbus devint Néron, Claude César Drusus Germanicus. À seulement 12 ans, il était désormais l'héritier officiel du trône, surpassant Britannicus, fils légitime de Claude et Messalina. C'est là que le jeu politique devint plus tranchant. Agrippine ne se contenta pas d'obtenir l'adoption, elle arrangea aussi le mariage de Néron avec Claudia Octavia, la fille de l'empereur. En pratique, Néron était solidement établi comme futur empereur. Mais à Rome, être héritier signifiait aussi être une cible. 2 ans plus tard, Néron fut nommé proconsul et fit sa première apparition au Sénat. Son image fut frappée sur les monnaies et il accompagna Claude lors de cérémonies publiques. À 16 ans, il épousa officiellement Octavie. L'année suivante, en octobre de l'an 54, Claude mourut. La version officielle parlait de champignons empoisonnés et les soupçons se portèrent immédiatement sur Agrippine. Les relations entre eux s'étaient refroidies. Et des rumeurs disaient que Claude envisageait de faire de Britannicus son successeur dès qu'il atteindrait sa majorité. Vérité ou rumeur? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais le fait est qu'avec la mort de l'empereur, Néron, à 17 ans, devint l'homme le plus puissant du monde. Un adolescent, héritier d'une tradition d'intrigue, d'alliance et de trahison, placé à la tête d'un empire qui dominait de l'Atlantique à l'Orient. La question demeure. Était-il prêt à gouverner ou simplement prêt à survivre? Et c'est précisément ici que le destin commence à resserrer son étau, car tout trône est aussi un piège. Lorsque Claude mourut, en octobre 54, Rome se réveilla avec un nouveau maître, Néron, un jeune homme de seulement 17 ans, couronné empereur du plus vaste et du plus complexe empire que le monde ait jamais connu. Imaginez, un instant, avoir 17 ans, et être placé à la tête d'une organisation gigantesque, avec des millions de personnes dépendant de vos décisions, chacune de vos paroles résonnant dans des territoires lointains, chacun de vos regards interprétés comme un message politique. À cet âge, la plupart d'entre nous apprennent encore à se frayer un chemin dans le monde adulte. Mais Néron, lui, se trouvait déjà officiellement à son sommet. Et si ce sommet peut sembler tentant, il faut se souvenir que l'air y est rare et que les ennemis, silencieux, observe chacun de vos pas, guettant la moindre faute. Néron n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient 3 figures qui allaient façonner, dans les premières années, aussi bien les succès que les tensions de son règne. Sa mère, Agrippine, persuadée d'avoir atteint l'apogée de son influence. Sénèque, le philosophe et précepteur qui prônait la modération et l'équilibre, et Sextus Afranius Burrus,
commandant de la garde prétorienne, homme pratique et loyal à la structure du pouvoir. Ce trio constituait le véritable centre nerveux de l'Empire. Mais ne vous y trompez pas, 3 forces aussi distinctes peuvent difficilement rester en harmonie bien longtemps. Au début, Néron suivit le scénario parfait du jeune empereur guidé par des conseillers avisés. Il respectait le Sénat, gardait un profil mesuré, évitait les excès de son oncle Caligula et parlait de rendre du pouvoir aux institutions républicaines. Les impôts furent réduits, la sécurité aux frontières renforcée, et le peuple, toujours sensible aux gestes immédiats, commença à le voir d'un bon œil. Facile à comprendre, lorsqu'une personne au sommet semble se souvenir de la base, la réaction est immédiate. C'est comme lorsqu'un dirigeant d'entreprise accorde une prime inattendue à ses employés. L'espace d'un instant, il devient l'un des nôtres. Mais, comme dans toute organisation, ce climat ne dure que tant que les intérêts restent alignés. Pour Agrippine, son fils n'était pas seulement un souverain, mais l'incarnation même de son ambition. Elle avait construit, pas à pas, chaque marche de l'ascension de Néron. Ce n'était pas une mère qui se retire dans l'ombre pour observer. Au contraire, elle tenait à apparaître à ses côtés lors des cérémonies publiques, son visage figurant sur les monnaies impériales, chose inédite pour une femme romaine. C'était un symbole de pouvoir, mais aussi un défi à l'ordre établi. Dans le monde romain, une femme influente pouvait être respectée, mais ne devait jamais donner l'impression de gouverner. Ce simple détail suffisait à créer des tensions avec Sénèque et Burrus, qui voyaient d'un mauvais œil la centralité d'Agrippine. Et voici un point qui nous parle encore aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé qu'un proche, dans votre famille ou votre entourage professionnel, estime avoir le droit de décider pour vous, même quand il est clair que c'est votre moment de prendre les rênes? C'est une sensation pesante. Et pour Néron, qui portait sur ses épaules le titre d'empereur, elle l'était encore davantage. Sénèque et Burrus accentuaient ce sentiment, cherchant à convaincre Néron que gouverner exigeait de l'autonomie, même si cela signifiait rompre avec ceux qui l'avaient soutenu jusque-là. La tension ne tarda pas à se concrétiser. L'année suivant son accession au trône, Britannicus, demi-frère de Néron et fils légitime de Claude, atteignait l'âge requis pour revendiquer l'Empire. Agrippine, consciente qu'elle perdait de l'influence, se rapprocha de lui. Imaginez l'impact de ce geste. Pour Néron, ce n'était pas seulement la menace d'un rival légitime, mais aussi l'impression que sa propre mère pouvait comploter contre lui. Un jour avant que Britannicus n'atteigne sa majorité, il mourut subitement. Officiellement, il s'agissait d'une crise d'épilepsie. Officieusement, les rumeurs disaient que Néron l'avait empoisonné lors d'un banquet. Vrai ou pas, le message était clair. Il n'y aurait pas de place pour la concurrence. Ces événements trouvent un écho dans les drames familiaux ou d'entreprises contemporains. Remplacez le trône par une présidence de société et le poison par une manœuvre en coulisses, et vous verrez que l'essence reste la même. Lorsque le pouvoir est en jeu, les alliances se brisent et l'affection survit rarement à la lutte pour le contrôle. Parallèlement, la vie personnelle de Néron devenait aussi un terrain de conflit. Marié à Claudia Octavie, fille de Claude et de Messaline, il entretenait une liaison avec la jeune affranchie Claudia Actée. Agrippine, voyant en Octavie une garantie de stabilité politique et de légitimité pour le trône de son fils, fit tout pour éloigner la maîtresse. Ce n'était pas seulement par morale ou par souci maternel, c'était pure stratégie. Mais Néron, encouragé par Sénèque, refusa de renoncer à Actée. C'était comme s'il disait, de manière indirecte, « C'est moi qui choisis avec qui je suis, pas toi ». Ce fut un clou de plus dans le cercueil de leur relation. Quelques années plus tard, un autre nom entra dans l'équation, Popée Sabine, épouse de Marc Othon, ami proche de Néron. Les versions divergent. Certains disent qu'Othon encouragea la relation, d'autres qu'il fut écarté pour éviter un conflit, envoyé comme gouverneur dans la lointaine Lusitanie. Mais, encore une fois, Agrippine désapprouvait. Et, encore une fois, Néron choisit de la contredire. Chaque décision de ce genre creusait la distance et réduisait son influence. Mais il ne s'agissait pas seulement de vie amoureuse. C'était la question de savoir qui fixait les règles du jeu. Et voilà un détail qui relie le passé au présent. Combien de fois avez-vous vu une amitié ou une relation professionnelle se briser à cause d'un troisième élément qui change l'équilibre des forces? Dans le cas de Néron, ce troisième n'était pas seulement une personne, c'était un ensemble de choix
qui signalait au monde que l'empereur n'était plus disposé à se laisser diriger. Et lorsque quelqu'un qui a toujours exercé le contrôle se rend compte qu'il le perd, il l'accepte rarement avec résignation. La lutte pour le contrôle politique et émotionnel devint inévitable. Sénèque et Burrus, craignant qu'Agrippine ne tente de placer un autre nom sur le trône, commencèrent à isoler l'impératrice mère. Elle perdit l'accès direct aux décisions, fut écartée des cérémonies et vit ses alliés remplacés. Ce type de mouvement rappelle les changements soudains dans certaines équipes, lorsqu'un nouveau dirigeant prend le pouvoir et remplace peu à peu tous les proches de l'ancien commandement. Sauf qu'à Rome, ces remplacements signifiaient souvent non pas un simple transfert, mais l'exil ou l'exécution. Pour Néron, chaque étape de cet éloignement relevait d'un exercice de survie politique. Pour Agrippine, c'était un affront et, peut-être, une menace pour sa vie. L'Empire pouvait sembler stable aux yeux du peuple, mais dans les coulisses, mère et fils étaient en route vers la collision. Et c'est précisément à ce stade que la tension atteignit le point de non-retour, lorsque le lien familial est si rongé qu'il ne reste plus que le calcul froid. En même temps, Néron devait continuer à paraître un empereur équilibré et généreux. Il finançait des travaux publics, assistait aux événements avec un maintien respectueux, consolidait le récit d'une nouvelle ère de prospérité pour Rome. C'est la contradiction que tout dirigeant connaît. Tout en éteignant des incendies internes, il faut montrer au public que tout est sous contrôle. Mais cette façade ne tient que jusqu'à ce que la pression interne devienne insoutenable. À ce stade, la vie de Néron se partageait déjà entre deux mondes. L'officiel, fait d'obligations et de cérémonies, et le privé, fait d'intrigues et de méfiance. Cette scission est familière à quiconque a déjà vécu sous le regard du public, que ce soit l'employé qui garde le sourire face aux clients lors d'une mauvaise journée, ou le politicien qui sourit aux caméras après une réunion tendue. Dans le cas de Néron, le sourire devenait un outil stratégique. Et peut-être que la question la plus troublante que l'on puisse poser maintenant est « Que se passe-t-il lorsqu'un jeune homme qui n'a jamais pu choisir librement son destin décide enfin de prendre les rênes et découvre que le seul moyen de garantir son pouvoir est d'éliminer sa propre mère ?» La réponse à cette question n'est pas seulement un fait historique, mais l'annonce de l'un des actes les plus controversés et sombres de l'histoire de Rome. Un acte qui allait définir à jamais l'image de Néron dans l'imaginaire populaire. L'éloignement entre Néron et Agrippine n'était plus seulement un malaise politique, c'était désormais une menace réelle. Elle n'était pas seulement la mère qui l'avait placée sur le trône, elle était la femme la plus influente de Rome, fille de Germanicus, adorée par une partie de l'armée et respectée par certains secteurs du Sénat. Pour un empereur jeune et de plus en plus sûr de son pouvoir, c'était comme un rappel constant que le trône n'était pas entièrement le sien. La tension augmentait à chaque rencontre, à chaque regard public, à chaque discours où elle insinuait, même subtilement, avoir autorité sur lui. Mais comment rompre le lien avec quelqu'un qui, en même temps, est un symbole de légitimité et une menace pour le contrôle? L'an 59 apporta la réponse. Selon certains historiens, Agrippine commençait à se rapprocher d'alliés stratégiques, y compris de figures susceptibles de rivaliser avec Néron, comme des nobles respectés et même des généraux. D'autres sources affirment que ce fut Poppée Sabine, amante et future épouse de Néron, qui planta la graine de la rupture finale. Poppée ne voulait pas seulement prendre la place d'Agrippine dans le cœur de l'empereur, elle voulait l'espace politique occupé par sa belle-mère. À partir de là, une idée sombre commença à prendre forme. Il ne s'agissait plus d'écarter Agrippine, mais de l'éliminer. Et voici qu'émerge une question troublante. Jusqu'à quel point les décisions les plus brutales de l'histoire furent-elles vraiment la volonté du dirigeant, et jusqu'à quel point furent-elles le résultat de voix chuchotant dans l'ombre? Dans le cas de Néron, les sources se contredisent. Certaines le dépeignent comme un matricide froid, d'autres comme un jeune homme facilement influençable, guidé par les ambitions d'autrui. Toutes s'accordent toutefois sur un point. Une fois la décision prise, il n'y eut plus de retour en arrière. Le plan ne commença pas avec l'épée, mais avec le poison. Néron savait qu'Agrippine avait l'habitude de consommer de petites doses de substances toxiques afin de développer une immunité, une pratique courante parmi les familles aristocratiques vivant sous la menace constante d'un empoisonnement. Ce détail, digne d'un thriller politique, fit échouer la première tentative. Si la mort ne venait pas par la coupe, elle viendrait par la scène.
Ainsi naquit l'idée d'un accident parfaitement mis en scène. Agrippine serait invitée à un banquet de réconciliation et, sur le chemin du retour, embarquerait sur un navire spécialement préparé pour sombrer en mer. Mais pourquoi ne pas simplement ordonner de la tuer ouvertement? Voilà le point. Agrippine avait encore de puissants défenseurs au sein de la garde prétorienne et du Sénat. Un assassinat direct pouvait provoquer une révolte et remettre en question la légitimité de Néron. L'accident, en revanche, permettait à l'empereur d'adopter le rôle du fils en deuil, du moins sur le papier. Il est presque impossible de ne pas établir de parallèles avec des situations modernes où des dirigeants tentent de façonner la perception publique en construisant des événements qui semblent le fruit du hasard, mais qui portent une intention claire. L'exécution du plan, toutefois, montra que la vie suit rarement le scénario prévu. Le banquet eut lieu, les paroles de réconciliation coulèrent comme le vin, et Agrippine embarqua. Le navire, saboté pour se briser en mer, commença à couler. Mais l'impératrice savait nager. Sa compagne, Acéronia, affolée, cria aux hommes qui approchèrent dans une barque de secours. « Sauvez Agrippine! Sauvez la mère de l'empereur !» Ce fut l'erreur fatale. Les rameurs, envoyés pour achever la tâche, la frappèrent à mort à coups de rames. Agrippine, silencieuse et glaciale, nagea dans l'obscurité jusqu'à atteindre le rivage. Imaginez l'impact de cette scène. La femme la plus puissante de Rome, trempée, épuisée, marchant sur la plage, sachant que son propre fils avait tenté de la tuer, et décidant malgré tout de lui envoyer un message disant qu'elle allait bien. Pourquoi ? Était-ce l'instinct maternel, l'espoir d'une réconciliation ou simplement un mouvement calculé pour gagner du temps? Aucune des réponses n'est confortable. La suite fut brutale et rapide. Néron, informé de sa survie, n'hésita plus à emprunter la voie ouverte. Il ordonna qu'elle soit accusée de complot contre lui, avec l'aval de Sénèque et de Burrus, des hommes qui, dans les premières années, avaient joué les modérateurs, mais qui désormais cautionnaient la rupture définitive. Agrippine fut exécutée dans sa propre maison par les mêmes assassins qui n'avaient pas osé amener les soldats officiels. Selon la tradition, elle aurait ouvert sa tunique et ordonné « Frappez ici », dans le ventre qui a porté cet ingrat. Phrase réelle ou non, elle a traversé les siècles car elle résume la tragédie humaine du moment. Une mère et un fils devenus des ennemis irréconciliables. Et ici, il vaut la peine d'interrompre le récit pour poser la question. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à éliminer sa propre origine? Est-ce la pure ambition, la peur de perdre le pouvoir ou la conviction de se protéger d'un mal plus grand? Lorsque nous observons des dirigeants modernes qui détruisent des liens de sang ou de vieilles alliances pour conserver le contrôle, sommes-nous vraiment si éloignés de Néron? Après la mort, la propagande commença immédiatement. Néron présenta au peuple la version selon laquelle Agrippine avait tenté de l'assassiner et que son exécution était un acte de justice. Mais l'ombre de la mère ne disparut pas si facilement. Certains récits racontent qu'il rêvait d'elle, qu'il voyait son fantôme, que la culpabilité le rongeait. Bien sûr, il est impossible de séparer ici le fait de la légende. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cette partie de l'histoire nous fascine tant. Car il ne s'agit pas seulement de politique, mais de quelque chose de viscéral. La trahison naît à l'intérieur même de la maison. Le matricide ne redéfinit pas seulement l'image publique de Néron, il ouvrit également la voie à un gouvernement sans aucun frein familial. Poppée Sabine, désormais sans rival, était prête à consolider sa position. Le Sénat, partagé entre la peur et la commodité, accepta la version officielle. Et le peuple observait, divisé, tentant de comprendre si le jeune empereur s'était débarrassé d'une menace ou venait de révéler son visage le plus sombre. Mais la chute morale de Néron commença-t-elle ici? Ou bien ce fut seulement le moment où le masque tomba? La réponse se trouve peut-être dans ce qui se produisit les années suivantes. Et, plus important encore, dans la manière dont il commença à se voir non seulement comme un dirigeant, mais comme un artiste, un visionnaire et, pour beaucoup, un dieu vivant. Si vous pensez avoir déjà vu des décisions de pouvoir motivées par la vanité, attendez de découvrir comment Néron transforma Rome en sa scène personnelle, et comment cette ambition le conduisit à créer l'une des œuvres les plus controversées et impressionnantes de l'Antiquité.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'une personne qui atteint le sommet du pouvoir décide que le trône ne lui suffit pas et qu'elle doit transformer le monde entier en scène pour elle-même? Après le matricide, Néron n'était plus seulement le souverain absolu de Rome. Il était un homme libéré de toute contrainte familiale, sans l'ombre d'Agrippine, sans rivaux intérieurs osant le confronter directement. Et c'est à ce moment qu'un changement radical se produit. L'empereur, qui jusque-là alternait entre la politique traditionnelle et l'influence de ses conseillers, commence à cultiver une identité qui n'était pas seulement celle de César, mais celle d'un artiste. Et cela dans un empire qui considérait l'art comme un passe-temps réservé aux élites, et non comme un métier de gouvernant, était plus qu'une excentricité. C'était un acte de défi à la tradition. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à troquer la couronne contre la couronne de laurier des poètes? La vanité, le besoin d'approbation, ou le désir profond d'être rappelé non seulement pour son pouvoir, mais pour l'éclat de sa propre création? Poppée Sabine, désormais maîtresse incontestée du palais, était un élément clé de cette transformation. Ambitieuse, élégante et calculatrice, elle comprenait mieux que quiconque l'importance de l'image. Si Néron voulait être vu comme le protecteur des arts, Poppée voulait s'assurer que cela serve à consolider encore davantage l'autorité impériale. Contrairement à Agrippine, qui s'appuyait sur l'héritage de Germanicus et sur le jeu politique traditionnel, Poppée misait sur le spectacle, la séduction publique, le charme qu'un leader pouvait exercer sur les masses par le divertissement. Avez-vous remarqué que, même aujourd'hui, des figures de pouvoir recourent à des shows, à des événements grandioses ou à des apparitions théâtrales pour renforcer leur popularité? La stratégie est ancienne. C'est dans cet esprit qu'en 60 de notre ère, Néron créa les Jeux néroniens, une version romaine mais clairement inspirée de la tradition grecque, des compétitions artistiques et sportives. Il y avait des épreuves de musique, de poésie, d'art oratoire, ainsi que des compétitions athlétiques et des courses de chars. Mais la grande différence résidait dans le fait que l'empereur lui-même y participait. Imaginez la scène. L'homme le plus puissant du monde, entouré de gardes et de sénateurs, montant sur scène pour réciter des vers ou chanter, devant un public qui savait que l'applaudir n'était pas seulement de la courtoisie, mais une question de survie politique. Mais le talent de Néron était-il authentique ou simplement soutenu par la peur? Cette question traverse les siècles. Certaines sources, comme Tacite et Suétone, décrivent Néron comme un artiste médiocre dont l'ego ne supportait pas la critique. D'autres, plus récentes, suggèrent qu'il avait bien un certain talent et que ses prestations, bien que loin d'être géniales, n'étaient pas aussi ridicules que ses ennemis le prétendaient. Quoi qu'il en soit, participer comme concurrent constituait déjà un choc culturel pour Rome. Les empereurs devaient assister, parrainer, mais jamais descendre dans l'arène ou sur la scène. Néron ne voyait pas cela comme une perte de dignité. Il y voyait l'occasion d'unir deux couronnes, celle du souverain et celle de l'artiste victorieux. Le problème est que, tandis que Néron se délectait des lumières du spectacle, l'Empire continuait à affronter des crises. Guerres sporadiques aux frontières, tensions au Sénat, révoltes dans des provinces lointaines. Et c'est là qu'apparaît le premier micro-conflit de cette phase. Jusqu'à quel point un dirigeant peut-il se permettre de donner la priorité à ses projets personnels alors que la structure qui soutient son pouvoir commence à se fissurer? En politique, la distraction coûte cher. Et dans le cas de Néron, la facture serait présentée avec intérêt dans les années suivantes. Poppée, pour sa part, ne se limitait pas au rôle de consort passive. Elle influençait les décisions, façonnait l'agenda, écartait les rivaux. Son ascension coïncida avec la chute de figures comme Sextus Afranius Burrus, le commandant de la garde prétorienne, dont la mort, officiellement naturelle, parut à beaucoup bien commode pour le couple impérial. Sénèque, le philosophe qui avait formé le jeune Néron, commença à perdre de l'influence, accusé d'enrichissement illicite et soupçonné d'être impliqué dans des complots contre l'empereur. Il est impossible de ne pas remarquer le schéma. Ceux qui représentaient un lien avec le passé plus modéré de Néron étaient écartés, que ce soit par l'exil ou par la mort. Et voici une question dérangeante. Néron se libérait-il de ses tuteurs pour enfin gouverner? Ou s'entourait-il simplement de voix qui ne le contredisaient pas? En parallèle, le style de gouvernement changeait aussi. Au début de son règne,
Néron avait promis de rendre au Sénat la pertinence perdue sous Claude et Caligula. Désormais, il allait dans la direction opposée. Les décisions étaient prises de manière personnaliste, favorisant les alliés proches, ignorant les débats institutionnels. Cette centralisation du pouvoir n'était pas nouvelle dans l'histoire de Rome. Mais chez Néron, elle s'accompagnait d'un élément inédit, l'esthétique. Il ne gouvernait pas seulement. Il mettait en scène son gouvernement comme un spectacle permanent, avec des événements, des discours et des apparitions minutieusement préparés pour renforcer l'image de l'empereur artiste. C'est dans ce contexte qu'éclata, en 62, la crise définitive avec Claudia Octavia, la première épouse de Néron. Accusée d'abord de stérilité, puis d'adultère, elle fut bannie à Pandateria, la même île d'exil où Agrippine avait été envoyée des années plus tôt. Le peuple romain, qui voyait en Octavie un symbole de vertu, réagit par des protestations. Et ici se révèle une autre facette du pouvoir. Tandis que les sénateurs et les élites acceptaient les justifications de l'empereur, l'opinion publique pouvait encore provoquer un certain inconfort. Pour écraser cette résistance, Néron ordonna l'exécution d'Octavie. Selon certaines sources, on lui ouvrit les veines pour simuler un suicide. Ce geste éliminait non seulement une pièce politique, mais signalait aussi à Poppée que son trône aux côtés de l'empereur était assuré. Mais la sécurité, dans le palais de Néron, était toujours relative. 3 ans plus tard, en 65, Poppée elle-même mourut, officiellement des suites de complications de grossesse. Des versions plus sensationnelles affirment que Néron, dans un accès de fureur, lui aurait donné un coup fatal. Les historiens modernes contestent ce récit, soulignant des problèmes de santé pendant la grossesse. Néanmoins, la légende prit racine, car elle renforçait l'image d'un souverain colérique et imprévisible. Voici le paradoxe. Même les histoires fausses peuvent durer plus longtemps que les vraies, lorsqu'elles s'inscrivent parfaitement dans l'imaginaire populaire. Pendant ce temps, la relation de Néron avec Rome subissait de profonds changements. Le grand incendie de 64, qui détruisit une grande partie de la ville, devint un tournant. La version populaire, immortalisée par la phrase « Néron jouait de la lyre pendant que Rome brûlait », est contestée par les chercheurs, qui rappellent qu'il n'était même pas dans la ville au début des flammes. Mais, encore une fois, l'image prit le dessus sur le fait. La reconstruction de la ville donna à Néron l'occasion d'ériger son chef-d'œuvre architectural, la Domus Aurea, un palais gigantesque avec jardins, lacs artificiels et décorations luxueuses. C'était l'apogée de la vision esthétique de l'empereur, mais aussi la preuve que sa priorité était de laisser un héritage artistique et personnel, pas nécessairement de reconstruire la Rome du peuple. Et ici surgit un autre micro-conflit. Jusqu'à quel point est-il légitime qu'un gouvernant utilise les ressources publiques pour réaliser ses rêves personnels, même si ces rêves ont une valeur culturelle? Le peuple romain, divisé, admirait la grandeur de l'ouvrage, mais y voyait aussi un symbole de gaspillage et d'arrogance. Les élites, pour leur part, s'irritaient des impôts et confiscations qui finançaient la construction. C'est un dilemme qui résonne encore aujourd'hui. Le dirigeant qui se voit comme visionnaire et le citoyen qui le voit comme mégalomane. Les années suivantes furent marquées par un éloignement encore plus grand entre Néron et l'aristocratie. Les conspirations contre lui se multipliaient, et chaque nouvelle dénonciation entraînait une réaction plus violente. L'exécution de Sénèque, accusé d'implication dans la conjuration de Pison, symbolisa la rupture finale avec le passé. Sans conseiller modéré, Néron s'enfonça définitivement dans le personnage qu'il avait créé. L'artiste absolu, le maître du spectacle. L'homme qui voulait être rappelé davantage pour ce qu'il avait chanté et construit que pour ce qu'il avait gouverné. Mais ce qu'il ne percevait pas, ou s'il le percevait, faisait semblant d'ignorer, c'est que le sol commençait à se dérober sous ses pieds. Rébellion dans les provinces, crises économiques, usure avec le Sénat. C'était comme si, tandis que Néron illuminait la scène de son éclat personnel, la structure qui soutenait le théâtre commençait à s'effondrer. Et la question, silencieuse, devenait inévitable. Combien de temps un empire peut-il tolérer un leader qui se voit davantage comme une star que comme un homme d'État? Si vous pensez avoir déjà vu des dirigeants tomber pour avoir confondu popularité et pouvoir réel, ce qui vient ensuite vous montrera qu'à Rome, cette confusion pouvait être fatale. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que votre ville est en flammes, que le ciel est teinté de rouge,
que l'air est étouffant et que vous ne savez pas si vous êtes témoin d'un accident ou du début de quelque chose de bien plus grand. C'est ainsi, en juillet 64 après JC, que Rome plongea dans le chaos. Pendant 6 jours, un incendie dévastateur parcourut des quartiers entiers, engloutissant maisons, temples, marchés et ruelles étroites faites de bois sec qui se transformaient en torches géantes. La ville, déjà un mélange chaotique de richesse et de pauvreté, ressemblait désormais à un champ de bataille. Et c'est sur cette scène de fumée et de cendres que le nom de Néron allait s'inscrire pour toujours, non seulement dans l'histoire politique de Rome, mais aussi dans l'imaginaire populaire, tantôt comme sauveur, tantôt comme l'incendiaire jouant de la musique, tandis que la capitale brûlait. L'image la plus célèbre est celle de l'empereur, vêtu de costumes théâtraux, pinçant les cordes d'une lyre et récitant des vers sur la chute de Troie, pendant que les flammes dévoraient Rome. Une scène puissante. Mais s'est-elle réellement produite? Beaucoup d'historiens modernes disent que non. Néron n'était même pas à Rome lorsque l'incendie commença. Il se trouvait à Antium, et il revint dès qu'il reçut la nouvelle. Mais voici la première question intrigante. Pourquoi, même avec des preuves qu'il ne pouvait pas être à l'origine de l'incendie, le récit de l'empereur incendiaire a-t-il persisté pendant 2000 ans? La réponse réside peut-être dans le pouvoir de l'image sur le fait, dans la force qu'un bruit convaincant peut avoir pour paraître plus réel que la vérité nue. À son arrivée à Rome, Néron ouvrit son palais pour abriter les sans-logis, organisa la distribution de nourriture et coordonna la mise en place d'abris temporaires. Mais ces mesures ne suffirent pas à contenir ce qu'il redoutait le plus, les accusations. Des rumeurs, vraies ou inventées, circulaient, affirmant que des gardes impériaux et des hommes armés avaient bloqué certaines zones pour faciliter la propagation du feu, ou qu'ils avaient été vus portant des torches près du lieu d'origine, à proximité du Circus Maximus. Et voici le premier micro-conflit de cette partie. Comment un dirigeant réagit-il lorsqu'il constate que la population qu'il tente d'aider commence à le voir comme coupable? C'est un dilemme ancien, mais encore actuel. Le poids du soupçon peut être plus destructeur que n'importe quelle preuve. L'incendie détruisit 10 des 14 districts de la ville, n'en laissant que 4 intacts. Des familles entières se retrouvèrent sans abri. Des commerces disparurent et des temples sacrés furent réduits en décombres. La colère et le désespoir avaient besoin d'une cible, et Néron savait que, s'il ne trouvait pas rapidement un coupable, cette cible serait lui. C'est alors qu'un groupe marginalisé et mal compris par la plupart des Romains devint le bouc émissaire, les chrétiens. Toujours perçus comme une secte étrange, voire dangereuse, pour avoir défié les traditions religieuses de l'Empire, ils furent accusés d'avoir incendié la ville. La persécution fut brutale. Crucifixion, exécution publique, chrétiens brûlés vifs pour illuminer les jardins impériaux. Posez-vous la question, fut-ce un acte de froideur calculé ou la réponse désespérée d'un souverain tentant de sauver sa propre peau? Le jugement moral de cette décision résonne encore aujourd'hui. Mais alors que la ville brûlait encore par endroits, Néron avait déjà un projet en tête. Non pas reconstruire Rome telle qu'elle était, mais créer une nouvelle Rome, sa Rome. C'est ici que l'histoire prend un tournant mêlant tragédie et mégalomanie. Au cœur des zones dévastées, il ordonna la construction de la Domus Aurea, la Maison Dorée. Un complexe architectural sans précédent, des salles au plafond tournant décorées de pierres précieuses, de vastes jardins, des cours imitant des paysages naturels, et même un lac artificiel, le Stagnum Neronis, sur lequel, des années plus tard, serait construit le Colisée. La Domus Aurea n'était pas seulement une résidence, c'était une déclaration de pouvoir et d'esthétique, un monument personnel bâti sur les cendres de la capitale. Et là surgit une réflexion inévitable. Jusqu'où est-il légitime d'utiliser une tragédie collective comme opportunité pour des projets personnels? Pour de nombreux Romains, la Domus Aurea était une insulte, la preuve que Néron avait tiré profit du désastre. Pour d'autres, elle incarnait une nouvelle ère artistique, la démonstration que Rome pouvait renaître plus belle et plus grandiose. Ce dilemme entre vision et vanité est si actuel qu'il se répète, sous d'autres formes, dans les œuvres pharaoniques de dirigeants modernes. Le projet, toutefois, avait un coût immense. Pour le financer,
Néron augmenta les impôts sur les classes les plus riches et réclama des ressources aux provinces, ce qui suscita du ressentiment non seulement à Rome, mais dans tout l'Empire. Les sénateurs accusaient l'empereur de confisquer des biens de manière injuste, et même des alliés politiques commencèrent à s'éloigner. Le risque était clair. Alors que Néron cherchait à immortaliser son image d'architecte et de mécène des arts, la base politique qui soutenait son pouvoir commençait à se fragmenter. Pourtant, Néron ne semblait pas disposé à reculer. Au contraire, il s'immergeait toujours plus dans la vie artistique, participant à des spectacles publics comme chanteur, poète et conducteur de chars. Cette facette publique divisait l'opinion. Pour le peuple le plus modeste, il était l'empereur proche, celui qui brisait les barrières et partageait la scène avec le citoyen ordinaire. Pour l'élite, en revanche, c'était un signe de décadence de la dignité impériale. Et voici un autre micro-conflit. Lorsqu'un dirigeant brise délibérément le protocole pour se rapprocher du peuple, cela le renforce-t-il ou l'affaiblit-il? Pendant ce temps, la pression politique augmentait. Le Sénat, de plus en plus hostile, voyait d'un mauvais œil les politiques fiscales et la concentration du pouvoir. L'image publique de Néron oscillait entre adoration populaire et mépris aristocratique. Et comme si cela ne suffisait pas, des révoltes éclataient dans des provinces lointaines, signe que la stabilité de l'Empire s'affaiblissait. L'incendie de Rome, qui aurait pu être un tournant consolidant l'autorité de Néron en tant que leader résilient, devint le symbole de sa supposée insensibilité et de ses excès. C'est comme si, aux yeux de beaucoup, les flammes n'avaient jamais été totalement éteintes. Elles continuaient de brûler dans la mémoire collective comme un rappel d'un règne qui préféra ériger un palais doré plutôt que de panser les blessures du peuple. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant est-il la façon dont cet épisode s'est transformé en mythe. L'image de Néron jouant de la lyre pendant que la ville brûlait est si puissante qu'elle a survécu pendant des millénaires, même si elle est probablement fausse. Cela nous amène à une question qui dépasse l'histoire de Rome. Qu'est-ce qui dure le plus, la vérité ou le récit? Dans le cas de Néron, c'est le récit qui l'a emporté, et il serait utilisé encore et encore comme arme politique par ses ennemis. À mesure que nous avançons vers les événements suivants, l'incendie et ses conséquences ne furent pas seulement un chapitre isolé, mais le déclencheur qui accéléra l'aliénation de Néron vis-à-vis du Sénat, de l'aristocratie et même de certains de ses anciens alliés. Sa trajectoire commençait à suivre une pente descendante, marquée par des conspirations, des exécutions et finalement la perte de son propre trône. Et c'est le pont vers la prochaine étape de cette histoire. Comment un homme qui se croyait plus grand que l'Empire lui-même allait-il gérer la prise de conscience croissante que l'Empire ne voulait plus de lui? Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment précis un dirigeant cesse d'être perçu comme indispensable pour devenir un fardeau dont il faut se débarrasser? À Rome, cette transition pouvait se produire presque du jour au lendemain. Et dans le cas de Néron, le changement fut rapide et silencieux, comme une marée qui monte sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'elle soit déjà à vos pieds. L'incendie de Rome et la construction de la Domus Aurea avaient laissé des cicatrices profondes, surtout parmi les élites, et les alliances qui soutenaient autrefois le trône commencèrent à se dissoudre. Dans le même temps, Néron semblait de plus en plus absorbé par son rôle d'artiste et de visionnaire, se détachant des obligations politiques traditionnelles. Cette combinaison, mécontentement politique et distraction personnelle, constituait le terrain idéal pour la conspiration la plus audacieuse de son règne, la célèbre conjuration de Pison. Le complot porte le nom de Caius Calpurnius Pison, un sénateur charismatique et influent, connu pour sa capacité à unir des figures issues de différents milieux sociaux. Il n'était pas seulement un adversaire de Néron, il avait la capacité réelle d'incarner une alternative crédible au trône. Et en politique, surtout dans la Rome impériale, présenter une alternative était déjà un crime implicite. Le plan était simple, mais risqué. Assassiner Néron lors des Jeux de Cérès, au Circus Maximus, devant une foule immense. Le moment n'avait pas été choisi au hasard. Les événements publics étaient autant des occasions d'exhiber le pouvoir que des points de vulnérabilité, car l'attention de l'empereur et de sa garde se dispersait. Mais pourquoi tant de gens prirent-ils le risque de participer? La liste des conspirateurs comprenait des sénateurs, des chevaliers, des officiers et même des membres de la garde. Les motivations variaient,
Certains voyaient en Néron un tyran extravagant ayant perdu le sens des réalités. D'autres, un artiste vaniteux plaçant ses caprices au-dessus de la stabilité de l'Empire. Il y avait aussi ceux qui agissaient par vengeance personnelle, après avoir vu des proches ou des alliés exécutés lors de purges précédentes. Voilà le premier micro-conflit de cette partie. Lorsque plusieurs motivations différentes se rejoignent dans un même objectif, cette diversité renforce-t-elle ou affaiblit-elle la conspiration? En théorie, plus d'alliés signifie plus de force. En pratique, cela signifie aussi plus de bouches susceptibles de trahir. Et c'est exactement ce qui arriva. Un affranchi, Milicus, découvrit le complot et le dénonça au Sénat. La nouvelle parvint rapidement à Néron, qui réagit avec rapidité et brutalité. Interrogatoires, arrestations et aveux arrachés sous la torture se succédèrent sans délai. Le réseau des conspirateurs était si vaste que la répression devint une véritable chasse à l'homme. Pison fut contraint au suicide, comme c'était l'usage parmi les nobles romains, afin d'éviter l'humiliation publique et de préserver une partie des biens familiaux. Et cela ne s'arrêta pas là. Quiconque était soupçonné de sympathie envers le complot était menacé. Parmi les victimes se trouvait Sénèque, l'ancien précepteur et conseiller de Néron, accusé de participation sans preuve concrète. Sa mort, également par suicide forcé, ne fut pas seulement une perte personnelle, mais un symbole, celui de la rupture définitive avec le passé plus rationnel et modéré de l'empereur. Sénèque représentait un pont entre le jeune Néron, influencé par la philosophie stoïcienne, et le Néron qui se voyait désormais comme une figure absolue, libérée de tout frein moral. En détruisant ce pont, l'empereur n'éliminait pas seulement un homme, il brûlait tout lien avec ses propres origines politiques. Posez-vous un instant la question. La décision d'éliminer Sénèque fut-elle motivée par une peur réelle de trahison ou par le désir d'effacer de la mémoire toute époque où il ne contrôlait pas tout? La répression post-complot ne se limita pas au cercle du pouvoir. Elle fut aussi un message public. Quiconque défierait l'empereur paierait de sa vie, sans distinction entre coupables et innocents. Les exécutions se multiplièrent, et Rome entra dans un climat de surveillance constante. La peur, si efficace pour faire taire les voix, a aussi un effet secondaire dangereux. Elle transforme les alliés hésitants en ennemis résolus. Plus Néron resserrait l'étau, plus il s'isolait. Voici un autre micro-conflit essentiel. Jusqu'à quel point l'usage de la force renforce-t-il le trône et à partir de quand commence-t-il à le miner de l'intérieur? Parallèlement, la vie personnelle de Néron offrait elle aussi du grain à moudre à ses critiques. Après la mort de Poppée Sabina, entouré de rumeurs et de versions contradictoires, il entretint des relations qui choquaient une partie de la société romaine, comme son mariage symbolique avec le jeune Sporus, qui ressemblait physiquement à Poppée. Bien que ces actes ne fussent pas illégaux, ils furent utilisés par ses adversaires comme preuve de décadence morale et de détachement total des traditions qui soutenaient la légitimité impériale. Il est intéressant de noter qu'en politique, les comportements personnels peuvent être amplifiés ou déformés jusqu'à devenir des armes mortelles, chose aussi vraie dans la Rome antique que sur les scènes modernes du pouvoir. Dans ce contexte, Néron trouva un refuge où il se sentait encore acclamé, la Grèce, en 66 après JC. Il s'y rendit pour participer à des compétitions artistiques et sportives, où il remporta de nombreuses victoires, certaines méritées, d'autres obtenues simplement grâce à son statut d'empereur. Cependant, ce voyage eut un coût politique élevé. Son absence prolongée laissa Rome sous l'administration d'un affranchi, Tigellinus, qui ne possédait pas le même contrôle sur le Sénat et la garde. Tandis que Néron cueillait des couronnes de laurier en Grèce, les problèmes commençaient à bouillonner dans les provinces. La province de Judée était déjà en rébellion ouverte, marquant le début de la grande révolte juive. En Occident, la tension montait. Le gouverneur de Gaule, Caius Julius Vindex, se souleva contre Néron, l'accusant de mauvaise gestion et de négliger l'Empire au profit de ses caprices artistiques. Vindex chercha le soutien d'un autre gouverneur puissant, Servius Sulpicius Galba, en Hispanie tarraconaise. Galba, d'abord hésitant, comprit vite qu'il pouvait se positionner comme alternative au trône. Ce moment est crucial. Jusque-là, les complots contre Néron étaient le fait de tentatives isolées. Désormais, ils impliquaient des gouverneurs disposant d'un contrôle réel sur des troupes. Le mouvement de Vindex se solda cependant par une défaite militaire et son suicide, mais le dommage politique était fait. Galba,
autrefois vu comme un rebelle, commença à être considéré par de nombreux sénateurs et généraux comme la figure capable de remplacer Néron. La légitimité de l'empereur subit son coup le plus sérieux depuis le début de son règne. Ici, une autre question inévitable se pose. Néron prit-il conscience de la gravité de la situation trop tard, ou crut-il simplement que son charisme et le soutien populaire suffiraient à étouffer toute révolte? Alors que soufflait le vent du changement, Néron rentra de Grèce avec l'intention de célébrer un triomphe, non pas militaire, mais artistique. Il voulait défiler non pour des victoires de guerre, mais pour des prix de poésie, de chant et de théâtre. Pour un empire habitué à célébrer les généraux qui conquérèrent des territoires et vainquaient des ennemis, cette inversion des valeurs était un signe supplémentaire que le souverain vivait dans un monde à part, déconnecté des besoins politiques et militaires. Pour certains, c'était un acte d'audace culturelle. Pour d'autres, la preuve finale que Rome avait besoin d'un nouveau chef. L'étau se resserrait. Le Sénat, divisé, commençait à perdre la peur de conspirer ouvertement. Les généraux questionnaient la viabilité de rester fidèles à un empereur de moins en moins populaire auprès des élites militaires. Et le peuple lui-même, bien que toujours distrait par les spectacles et fêtes financés par Néron, ne voyait plus en lui la figure stable des années précédentes. La logique du pain et jeu continuait à fonctionner, mais avec moins d'efficacité, car, au fond, la fin politique de stabilité commençait à parler plus fort. Tout indiquait que la chute ne serait pas seulement le résultat d'un coup soudain, mais d'une usure continue, alimentée par des erreurs stratégiques, l'isolement et l'incapacité à lire clairement le climat politique. La conjuration de Pison avait été réprimée, mais elle avait laissé de profondes blessures. Ce qui allait suivre ne serait pas simplement une crise de plus, mais le chapitre final d'un règne qui, au départ, promettait équilibre et prospérité, mais s'acheminait désormais vers un dénouement dramatique. Le déclin de Néron ne commença pas par des batailles, ni par des cris dans les rues, mais par quelque chose de plus subtil et de plus létal. L'absence. Absence de soutien, d'écho, de visages familiers à ses côtés. À partir d'un certain moment, il comprit que la Rome qu'il gouvernait n'était plus la même, et que lui-même n'avait plus le même poids qu'autrefois. L'incendie de Rome, la construction de la Domus Aurea, la conjuration de Pison et le long voyage en Grèce avaient laissé des fissures dans les fondations de son pouvoir. Et ces fissures s'élargissaient silencieusement. Ce qui autrefois relevait de la révérence se transformait désormais en impatience, et l'impatience en mépris. Le premier coup vint des frontières de l'Empire. Servius Sulpicius Galba, gouverneur de l'Hispanie tarraconaise, rompit publiquement avec l'empereur, déclarant qu'il ne le reconnaissait plus comme dirigeant légitime. Autrefois, une telle attitude aurait été rapidement réprimée. À présent, pourtant, elle trouva un écho. Des gouverneurs et des commandants militaires commencèrent à changer de camp, non par loyauté envers Galba, mais parce qu'ils comprenaient que la figure de Néron n'inspirait plus la stabilité. C'est la vieille question. À quel moment la fidélité cesse-t-elle d'être noblesse pour devenir un fardeau? Pour beaucoup de ceux qui avaient servi l'empereur, cette ligne avait déjà été franchie. À Rome, le mouvement était tout aussi inquiétant. Le Sénat, jusque-là réticent à agir contre un César, commençait à se réunir avec un ton nouveau. Les conversations auparavant murmurées se disaient désormais à voix haute. Au sein de la garde prétorienne, base physique de la sécurité de l'empereur, la loyauté s'effritait. Ninfidius Sabinus, commandant de la garde, entretenait des contacts secrets avec les opposants, évaluant la situation et se préparant à un possible futur sans Néron. Et lorsque ceux qui devraient être le dernier rempart de protection commencent à planifier la vie après vous, c'est le signe que la fin approche rapidement. Néron, peut-être par orgueil ou par aveuglement, ne réagit pas avec l'urgence que la situation exigeait. Il continuait d'investir dans des présentations publiques, cultivant son image d'artiste et d'hôte d'événements, comme s'il pouvait inverser l'usure politique par le charme du spectacle. Mais croyait-il vraiment que la force de sa personne pouvait arrêter une rébellion grandissante? Ou s'accrochait-il seulement à l'unique rôle qu'il savait jouer, incapable d'imaginer une autre manière de gouverner? Le tournant final survint lorsque le Sénat proclama Galba empereur et, dans un geste rarissime, déclara Néron hostis publicus, ennemi public.
C'était la sentence qui lui retirait non seulement le pouvoir politique, mais aussi toute protection légale. À partir de là, n'importe quel citoyen pouvait le tuer sans craindre de punition. C'était l'inversion complète de la balance. L'homme qui avait décidé de la vie et de la mort de tant d'autres était désormais à la merci du jugement de tous. Ce qui suivit fut une fuite presque pathétique pour quelqu'un qui avait déjà commandé le monde connu. Néron chercha refuge dans les résidences d'alliés, mais trouva des portes closes et des regards détournés. La garde prétorienne, qui devait être son bouclier, déserta. Même ses esclaves et affranchis, à de rares exceptions près, s'éloignèrent. Là, au milieu de la plus crue des solitudes, l'empereur dut affronter la réalité. Le pouvoir qu'il croyait absolu avait toujours dépendu d'un réseau de convenances. Et ce réseau s'était défait au moment où cesser de le soutenir devint plus avantageux. Il trouva refuge dans la propriété de Phaon, l'un de ses affranchis, dans les environs de Rome. Mais le temps pressait. La nouvelle arriva que des troupes venaient déjà pour le capturer vivant et l'amener au Sénat, où l'humiliation et l'exécution étaient presque certaines. Devant cela, il ne lui restait plus qu'à choisir entre mourir de la main de ses ennemis ou prendre en main sa propre fin. Il demanda à quelqu'un de le tuer, mais personne n'osa. Ce fut alors qu'avec l'aide d'Épaphrodite, son secrétaire, il dirigea la lame contre lui-même. Les mots qu'il aurait prononcés avant de mourir, « Quel grand artiste meurt avec moi », résument la façon dont il voulait être rappelé. Cette phrase, si souvent répétée, est plus qu'une démonstration de vanité. Elle révèle que, pour Néron, l'identité d'artiste comptait davantage que tout titre impérial. Il ne se voyait pas, dans son dernier instant, comme général ou administrateur, mais comme créateur, et c'est peut-être la clé pour comprendre une partie de ses actes. Être né destiné à un trône qu'il n'avait jamais pleinement désiré avait peut-être été pour lui le début de la tragédie. La mort de Néron ouvrit la voie à une période d'instabilité qui entra dans l'histoire comme l'année des 4 empereurs. Galba, Othon et Vitellius se disputèrent le pouvoir en succession rapide, jusqu'à ce que Vespasien, général respecté et d'origine modeste, consolide le trône et inaugure la dynastie des Flaviens. Et c'est dans ce contexte que commença à se cristalliser l'image de Néron comme l'un des pires gouvernants de Rome. Pour renforcer la légitimité du nouveau régime, il était utile de présenter son prédécesseur comme l'exemple de tout ce qu'il ne fallait pas répéter. Tout au long de ce récit, nous avons vu comment cette image fut construite. Une partie de ses actions était effectivement impopulaire et autoritaire. D'autres furent amplifiées ou déformées par ses ennemis. Néron avait commencé son règne avec des mesures modérées et des gestes populaires, mais sous la pression de menaces et guidé par ses ambitions personnelles, il centralisa le pouvoir, éloigna ses conseillers et s'isola de plus en plus dans le rôle qu'il avait choisi pour lui-même, celui d'artiste absolu. Ce choix, pour un empire qui valorisait la discipline militaire et la dignité formelle de la charge, fut perçu comme impardonnable. Alors, en fin de compte, qui fut Néron ? Un tyran sanguinaire ou un homme qui ne s'est jamais adapté au rôle qui lui fut imposé? Peut-être que la réponse se trouve dans un juste milieu, dans la compréhension que les figures historiques ne se laissent pas enfermer facilement dans des étiquettes simples. La tragédie de Néron fut peut-être justement sa tentative de transformer le trône en scène. Et ce faisant, il finit par confondre spectacle et pouvoir, ce que la politique pardonne rarement. Ce que son histoire nous enseigne, c'est que la popularité ne remplace pas les structures, que le charisme n'est pas une garantie de permanence et que tout pouvoir est temporaire. Tôt ou tard, il doit être soutenu par des alliances solides et des résultats concrets. Quand cela se perd, même les plus acclamés peuvent tomber, et ils tombent vite. Ainsi s'achève la trajectoire de l'un des personnages les plus polémiques de la Rome antique, dont la vie fut marquée par les contradictions, des décisions extrêmes et un héritage contesté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je veux savoir, quelle est votre vision de Néron après avoir découvert cette histoire complète? Fut-il victime des circonstances ou l'architecte de sa propre ruine? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux vraiment connaître votre avis. Si ce contenu vous a apporté de nouvelles réflexions, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez votre mention « J'aime ». Cela aide non seulement à maintenir ce travail vivant, mais aussi à diffuser ces histoires à davantage de personnes qui, comme vous, veulent observer le passé de manière critique et approfondie. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire.
Merci d'être resté jusqu'au bout. Dans le prochain contenu, nous plongerons dans la vie d'une autre figure historique entourée de polémiques et d'interprétations divergentes. Quelqu'un qui, comme Néron, vécut entre la gloire et l'ombre. Préparez-vous, car l'histoire ne se répète jamais exactement de la même façon, mais ses échos sont inévitables. À bientôt.